Ce film, évidemment, étant je dirais, l'un des chefs-d'œuvre de ce genre, qui n'aura pas eu, qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, qui va durer une dizaine d'années dans le cinéma américain, bon, enfin qui est quand même tout à fait passionnant et très révélateur de beaucoup de choses sur l'Amérique. Alors simplement, pour commencer, quels sont ceux qui voient le film pour la première fois? Parce que là, je vais rien et tout. Ah oui, quand même, bon, quelques personnes. Bon, c'est pas facile à parler de ce film, puisque très sciemment, les auteurs, romanciers et metteurs en scène ont eux-mêmes reconnu que de toute façon, ils sont incapables de vous raconter l'histoire. C'est impossible à comprendre, donc c'est pas grave. Et c'est fait exprès sur ça, que ce soit totalement confus, que le film qui se passe à Los Angeles soit complètement dans le brouillard. Ce n'est pas innocent, évidemment, puisque de toute façon, il faut que vous-même, spectateurs, vous soyez dans le brouillard par rapport à l'histoire. Bon, alors, ce qui est important, c'est deux choses. D'une part, quand même, le propre même du film noir à partir du roman noir, et de l'autre, évidemment, On vous entend pas, monsieur. oh, ben, ça, j'y peux rien, là. Oui, je donne celui-là Oui, pour pardon. voir. Oui. L'extraordinaire capacité de Howard Hawks à faire en sorte qu'on ne voit absolument jamais aucun raccord. C'est d'une fluidité, d'une rapidité et en même temps une puissance dynamique qui fait qu'on est toujours entraîné, ce qui permet, par la même occasion, de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc comme ça, c'est parfait. Alors là, c'est vraiment une chose qui m'intéresse énormément dans ce film, c'est donc l'écriture, mais surtout le fait que Hawks, ayant un genre de nouveau à travailler, puisque son but était enfin son but avoué d'ailleurs, était de toucher à tous les genres que traitait Hollywood et de faire pour chaque genre le chef-d'œuvre du genre. Donc là, il va faire 2 films noirs, en tout et pour tout, il n'en fera pas plus, mais il est vrai que celui-ci, qui est le second, reste certainement l'un des films, dans le genre film noir, ça reste l'un des chefs-d'œuvre de ce cinéma-là. Il y en a quelques autres, mais peut-être pas à ce point-là, même si les autres sont peut-être plus attractifs dans le genre qu'on comprend mieux le sens du genre, puisque c'est pas que ce cinéma-là, c'est vraiment, il faut revenir au genre lui-même. Donc pourquoi le roman noir va commencer dans les années 28-30 et va accompagner la Grande Dépression. Donc ce sera une sorte de reflet, évidemment de façon fictive, de l'espèce de crise que traverse l'Amérique dans les années 1930, d'autant plus que cette crise est accentuée à ce moment-là par le fait que on vient de vivre les films de gangsters, enfin pas les romans, non, pas non plus les romans, la réalité du gangstérisme, bon c'est l'époque de Capone, etc., mais la réalité du banditisme ne rend pas compte de l'espèce de l'inquiétude
et surtout de l'espèce de confusion mentale, morale, psychologique, économique, qui, en effet, à partir des années 30, va bouleverser l'Amérique. Et donc, c'est ce genre-là que des gens comme Chandler, puisqu'il est l'auteur du roman, ou même, comme vous avez pu voir au scénario, travaille Faulkner, c'est quand même pas mal. Et comment donc ce genre, donc cette littérature, essaye de rendre compte de la crise, enfin de la vraie crise psychique, morale, psychologique, enfin psychologique en même temps, mais surtout en même temps civique, dans le sens où, par exemple, dans le film noir, vous avez quand même, enfin, dans le roman noir que va prendre ensuite en charge le film noir, vous avez quelques constantes, à commencer par la femme. La femme a une spécialité dans ce genre, c'est-à-dire d'être absolument celle qui conduit à la catastrophe. Alors, c'est la femme, c'est la vampe. Enfin, c'est une évolution du thème de la vampe qui lui commence déjà en 1900, en tout cas, je parle pour le cinéma, qui commence en 1910 et qui va être repris, retravaillé différemment. Et en effet, c'est intéressant de voir ce thème de la vampe pris à ce moment-là en charge et par le roman noir et ensuite le film noir, c'est-à-dire la femme absolument dangereuse, celle qui mène l'homme à la catastrophe. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que tout le personnage de Lorraine Bacall est a priori un prototype de la vampe, de la femme noire, sauf que, justement, elle est sauvée par l'amour, donc ce sera sa sœur qui sera chargée de prendre en charge, et les autres femmes d'ailleurs, sauf la libraire en face du mauvais libraire, qui elle, est à peu près une fille, quoique on peut toujours se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le temps où il est resté dans la boutique? Ça, on ne le saura jamais, mais enfin, il est évident que cette idée de la femme qui est dangereuse, parce qu'évidemment, les mœurs, elle a des mœurs qui sont absolument pas conformes aux règles puritaines de l'Amérique. Et donc, ce personnage de la femme est extrêmement intéressant dans le film noir. Et ici, Hawks le traite, mais Hawks ne peut pas... alors ça, c'est une autre qualité ou une autre particularité plutôt de Hawks, c'est de ne jamais prendre un sujet au premier degré. Il avait une sorte de besoin de prendre ses distances avec ses sujets, avec une sorte de regard ironique et de comédie sur ce sujet. Donc, quand il traite un sujet, même comme celui-là, vous avez pu le constater, et en particulier dans les dialogues, vous avez toujours un dialogue extrêmement brillant, comme toujours chez Hawks, mais en même temps assez proche d'un certain humour, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on n'est jamais pris par une angoisse. Le film noir qui normalement doit travailler l'angoisse, vous n'avez aucune angoisse dans ce film. Vous avez en revanche une espèce de parcours où vous perdez, bon, déjà, le sens même de l'action, vous ne savez plus très bien ce qui se passe, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que vous perdez le rapport au réel. Et ce rapport au réel, c'est une espèce de fuite en avant qui devient le sujet profond du film. Et ce rapport au réel étant évidemment le rapport d'une réalité qui est d'une Amérique, et là c'est très intéressant justement sur le film noir, d'une Amérique qui est encore en guerre lorsque le film noir devient un genre entier, c'est à partir des 42-43, et ici on est en 46, donc on est juste après la guerre, et c'est très curieux parce que
C'est-à-dire, au fond, on vient de quitter la crise économique. On la quitte, juste à ce moment-là. Enfin, tout ce qui a été 10 ans d'angoisse enfin, pour les Américains. En même temps, on vient de quitter aussi l'angoisse de la guerre. Mais en même temps, on garde justement, en se servant du thème du roman noir, dans un coup, on reprend en charge cette espèce d'angoisse, parce qu'on va rentrer maintenant dans un monde qu'on ne connaît pas encore, mais qui va devenir le monde de la société de consommation, donc qui va commencer très précisément pour l'Amérique dans les années 1950-52, et qui à ce moment-là devient tout à fait autre chose. Donc à ce moment-là, le film noir disparaîtra. Je vais vous passer, je ne sais plus si c'est non, le mois prochain ou le mois d'après, le film de Fritz Lang, je le passe quand le règlement de compte. Non, je crois que c'est en mai. C'est en mai. Je ne suis pas sûre, il faut que je vérifie. Je crois que c'est mai. Donc il y a encore mars, avril. Mais alors mai ou avril? Ou avril, oui. C'est-à-dire que justement, on en reparlera avec le film de Fritz Lang, puisque justement lui est un film de 53, et là on se rend compte qu'on quitte un regard sur la société et surtout un sentiment du vécu de cette société qui maintenant prend conscience que on peut s'en sortir, l'économie reprend, et donc et en même temps on va consommer et donc profiter de la consommation. Et là c'est très intéressant, alors que là on est encore à une époque où justement qui sera la grande époque du film noir, où on traîne et on draine en même temps cette espèce cette sorte d'angoisse qui a été l'angoisse de cette position, enfin de cette situation économique et de crise qu'a connue l'Amérique pendant 15 ans, de 1930, enfin 29 exactement, à 1945. Alors là, le film en tout cas est très révélateur de ça. Et quand vous comprenez bien, quand vous regardez bien le film, vous voyez bien que c'est un monde où d'un seul coup on ne sait plus qui commande et que l'argent est un argent maintenant c'est un argent coupable. C'est plus un argent qui est lié à un capitalisme triomphant, un capitalisme qui est en même temps qui assure la sécurité, la richesse, le bien-être, etc. Bref, le mythe de ce capitalisme qui arrive à ce moment-là, au moment où il est en train de mettre en route tout le système de consommation sur lequel nous sommes en train de vivre et qui peut-être arrive aussi à sa fin. Mais ça, c'est notre problème. On va parler de ça. C'est une autre 70 ans après. Évidemment, il y a quelques changements. Mais en tout cas, c'est un film très révélateur pour ça, parce que si vous prenez, par exemple, le maître du jeu, en définitive, c'est forcément celui qui a le casino, et donc à la fois le casino, donc l'argent facile, donc la corruption, donc les femmes faciles, etc. Enfin, tout, un monde de perdition. Moi, ce qui m'intéresse, et vous allez le revoir dans le film justement de Fritz Lang dans 6 ans plus tard, enfin 7 ans plus tard, c'est par exemple les manteaux de Vison. Ici, nous sommes en 1946. Alors, le manteau de fourrure dans le cinéma avant, c'est uniquement destiné aux stars archi-hollywoodiennes où elles ont droit aux grands manteaux de Vison, d'Hermine, etc. Bon, mais évidemment, la femme ordinaire, j'entends, femme ordinaire, c'est-à-dire femme quand même de la société bourgeoise de qualité, n'ont pas les moyens de s'acheter le grand manteau. Vous allez voir que là, vous avez un moment où elle porte le manteau de fourrure lorsqu'elle sort, etc. On est quand même dans un monde, et le manteau de fourrure, le Vison, vous allez le voir
dans le film de Fritz Lang, justement, où très précis, c'est extrêmement précis. C'est-à-dire au moment où une société peut commencer à envisager de pouvoir s'acheter ou de se faire acheter, parce que c'est important l'un ou l'autre, le manteau de fourrure que l'on désire, qui est la manifestation maintenant d'une richesse et d'un véritable avoir. Ce sont en fait tout ce cinéma-là, quand il est évidemment traité par les grands cinéastes, est un véritable reflet de la société de l'époque. Et un film comme celui-ci est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'histoire, je répète, ça n'a aucune importance qu'on comprenne ou pas. Ce qui est important, c'est de voir une espèce de société en perte de repère d'elle-même et qui est complètement flottante. C'est pas pour rien que l'on commence par un général. Un général, donc là on est dans ce qui est la noble Amérique. Et ce général est obligé de vivre dans une serre où il fait extrêmement chaud, etc. C'est-à-dire, en d'autres termes, déjà une sorte de décrépitude et de décomposition. D'ailleurs, on le dit, les orchidées, ça sent mauvais, etc. Tout se joue là-dessus. Et la décomposition commence déjà à l'entrée même de Marlowe, commence immédiatement avec la petite sœur, etc. Vous voyez, tout est donné d'emblée, et donc tout le film va être une sorte de voyage dans un monde en déconfiture, ou en tout cas en décomposition. Et il faut que Marlowe, à travers ce monde, cherche à restaurer les valeurs, et à la fin, justement, et c'est très intéressant justement que Hawks le fasse, c'est-à-dire qu'à la fin, la valeur de l'amour reprendra, donc, bon, on n'a pas tout à fait, parce que ça aurait été... enfin, ça n'aurait pas été impossible, mais ça n'aurait pas plu à Hawks. On n'a pas le baiser du happy end qui, normalement, aurait dû être là pour terminer le film. Mais bon, là, on est quand même un film où l'histoire d'amour, on la propose, mais on ne la filme pas réellement. Vous voyez comment le film se termine. Il se termine, disons, bien, mais sans plus. Il n'y a pas de visualisation du baiser hollywoodien. Vous allez justement, je le dis maintenant, j'espère que vous serez là pour le film de Fritz Lang, vous verrez justement ce baiser hollywoodien dans le film de Fritz Lang et comment c'est traité par Fritz Lang. C'est autre chose. Bon, voilà, c'est en tout cas ce que je voulais déjà dire au départ. Et là, je vous laisse un peu la parole pour donner un peu vos impressions, vos sensations, vos rapports au film. Donc, je vous écoute. Ce qui est terrible, c'est que... Vous voulez qu'on baisse la lumière ? Ben, un tout petit peu, parce que là, vraiment, moi, j'arrive pas à voir. Voilà. Et ça me fait bafouiller par la même occasion. Comme quoi la vision et la parole, ça joue. Bon, je vous écoute. Ah ben, personne ne veut parler. Enfin, je pense que ça vous a... en tout cas, ceux qui voient le film pour la première fois, j'espère que ça vous a plu, parce que moi, je répète, le revoyant pour la énième fois aujourd'hui, je suis toujours sidéré par l'art de Hawks de vous raconter une histoire. C'est vraiment du grand art. Ah, merci. Voilà. Bon, je vous écoute alors. Oui, attendez, je crois qu'on va vous redonner le micro. Voilà. Il y a un monsieur qui veut parler là. Et voilà. Oui, bonsoir. Je trouve que Lorraine Bacall, à la fin du film, elle laisse planer un doute. Vous voyez, vous parlez du baiser, mais je trouve que la fin est quand même ambiguë. De toute façon, il est obligé de le faire comme ça, puisque sinon, il n'aurait pas été cohérent
et surtout logique avec lui-même. À partir du moment où, enfin, dans le genre donc, roman noir ou film noir, donc la femme est dite maléfique. Donc là, pendant tout le film, qu'est-ce qu'elle est? Enfin, vous avez pu le découvrir pour ceux qui voient le film pour la première fois. Chaque fois où il faut ne pas être, elle est là. Donc quand même, donc comme si elle dominait toutes les choses malhonnêtes ou pas honnêtes du film. Donc on ne peut pas à la fin de faire le grand roman d'amour, mais c'est quand même donné comme une possibilité, c'est-à-dire qu'il faut triompher de ça, ça c'est l'idée. En plus, il y avait une autre chose, c'est que là, c'est la deuxième tournage entre Humphrey Bogart et Lauren Bacall, et bon, tout Hollywood sait que c'est le grand amour, et bon, et ce grand amour va d'ailleurs durer toute la vie de Bogart, puisque Lauren Bacall, je pense qu'elle n'est pas encore morte d'ailleurs. Je ne sais plus Si, elle est décédée. Comment? Elle est décédée. Ah oui, c'est ça, elle est morte cette année, c'est ça. Donc, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Et donc, si vous voulez, par rapport au public, on sait que le couple, il a fait partie des couples mythiques d'Hollywood. Enfin, je veux dire, peut-être même le couple le plus mythique même d'Hollywood. Donc, il n'a pas besoin d'aller jusqu'au baiser final, quoi. Ça suffit. Et en même temps, je le répète, ça n'aurait pas été honnête, enfin honnête. Oui, honnête par rapport au genre. Le genre ne permet pas une conclusion de grand amour, c'est pas possible. Vous voyez les autres films noirs, dans les autres films noirs en général, la femme est réellement maléfique. C'est-à-dire que c'est une femme... C'est très intéressant sur l'Amérique et la façon dont on dit de la femme qu'elle est libre, alors qu'en réalité, la pesanteur du puritanisme fait que, malgré tout, la femme, au fond, est coupable d'être femme. Et on reprendra ce thème avec Fritz Lang. Alors évidemment, vu entre un Howard Hawks qui est un des rares cinéastes totalement américains, enfin, dire totalement américain, c'est difficile puisque tout le monde en Amérique, en tout cas, tous les Américains sont des émigrés, en dehors des Indiens. Donc, mais malgré tout, des gens comme Hawks, comme Cécile B2000, sont des gens tout à fait anciens d'Amérique, et ce sont en plus des puritains. Hawks, famille Boston. Donc on ne peut pas faire plus puritain, Mayflower, que Boston. Alors qu'évidemment, quand on aura Fritz Lang c'est quand même l'Autrichien allemand qui est venu se réfugier aux États-Unis en 1933. Donc c'est un autre regard, c'est un regard occidental, et donc un regard qui n'est pas en plus protestant, qui est Lang étant moitié juif, moitié catholique, donc c'est pas du tout le même regard, et le regard que porte Lang sur l'Amérique ne peut pas être le même que celui de Hawks sur l'Amérique. Et il est évident que là, on a, chez Hawks, ce désir de représenter la femme, qui est, d'ailleurs, en plus chez lui c'est toujours très intéressant, c'est-à-dire que le rôle de l'homme chez Hawks, ça c'est très très américain, c'est justement très puritain. Le rôle de l'homme, c'est de dominer le monde de la nature. Le rôle de la femme, c'est d'être la nature. Donc, obligatoirement,
la femme est dangereuse pour l'homme, puisqu'elle est de la nature, mais en même temps, elle doit être quand même dominée par l'homme. La domination masculine dans le cinéma de Hawks est capitale. Alors, ici, malgré tout ici aussi, mais enfin, c'est moins le sujet du film que dans d'autres films de Hawks, où alors c'est beaucoup plus net, et en particulier dans les comédies de Hawks, par exemple une comédie de Hawks qui est tout à fait magnifique, avec Gary Grant, qui joue un officier français que une capitaine américaine ou une commandante américaine occupante de l'armée épouse. Et donc, c'est-à-dire que, comme toujours chez Hawks, on inverse. C'est-à-dire que en 40 ans, juste à la 44-45, il y a une loi qui permet aux soldats américains d'épouser ou une Allemande, ou une Française, etc., ou une Italienne, après la libération, et à ce moment-là, parce que comme ils les ont épousés, de les ramener en Amérique. Donc, elles deviennent américaines obligatoirement. Et Hawks inverse la chose en faisant qu'une commandante américaine, ou une capitaine, enfin je sais pas son grade, épouse un officier français. Et à ce moment-là, à partir du moment où elle l'épouse, à ce moment-là, il a le droit de devenir américain. Donc le rôle de l'homme est dans ce coup pris par la femme. Et ça, vous êtes vraiment dans le système hawksien qui est toujours de faire une inversion. Bon, je vous donne un exemple. Dans d'autres films qui n'a pas tourné, c'était un film qui a été, je ne sais plus qui l'a tourné, je crois que c'est Hathaway ou quelqu'un comme ça, sur une histoire vraie d'ailleurs, de quelqu'un qui est au 15e étage dehors, prêt à se suicider, et ça sera tous les films qui sera fait par Hathaway, on va essayer de venir le sauver, qui ne se suicide pas. Et on avait proposé le sujet à Hawks au départ, et Hawks avait immédiatement inversé le sujet, c'est-à-dire un homme était dans une chambre d'hôtel avec une femme, le mari arrive et il se sauve par la fenêtre, et à ce moment-là, il est obligé de jouer à celui qui va se suicider afin que la femme ne soit pas compromise. Oui, mais, automatiquement, l'inversion du sujet, et ça, on est typiquement dans Hawks. Alors, ici, dans ce film, il ne peut pas inverser véritablement le sujet. D'autant plus, je répète, qu'il y a quand même Chandler et il y a quand même Faulkner. Hawks, de ce point de vue-là, était quand même quelqu'un d'extrêmement cultivé et très au fait de ce qu'il y avait de meilleur dans la création artistique et en particulier littéraire américaine. Donc c'est quand même quelqu'un d'extrêmement intelligent et qui a joué sur cette intelligence, en effet, comment retravailler les genres, comment travailler les sujets, la dramaturgie, etc. Mais en fin de compte, en faisant ça, en jouant sur la version, il met toujours, je répète, un ton de comédie. Et ici, qui est quand même très net, en fin de compte, dans le rapport entre elle et lui, on est quand même... Alors, avec en plus, évidemment, comme toujours chez Hawks, on est très puritain. Il n'empêche qu'on est quand même... on ne touche pas au sexe, mais on ne pense qu'à ça. Et vous avez une scène qui est, de ce point de vue-là, tout à fait très hawksienne. C'est la scène où ils sont tous les deux au café ou au restaurant, où ils parlent de chevaux. Et si vous comprenez tout ce qu'ils disent, c'est vraiment la métaphore du cheval sur réellement l'acte sexuel, quoi. Et ça, vous êtes vraiment dans du pur Hawks, là, à ce moment-là. Et dans tout son cinéma, et en particulier dans ses comédies, c'est extrêmement net. Mais même dans ses drames, enfin. Mais je pense que c'est peut-être le film quand même le plus dramatique qu'il ait réalisé. Enfin, ça, c'est pas moi.
En revanche, la plupart de ces films sont des films, enfin tous ces films d'ailleurs, sont des films d'action. Donc de ce point de vue-là, il est peut-être pour moi le vrai cinéaste américain en tant que le cinéma américain est le cinéma de l'action. Et lui, c'est un... Voilà. Quand on regarde ce film-là, du premier plan au dernier plan, pas un moment de chute de tension. L'action est tout le temps là. Je répète, vous ne savez pas ce qu'elle vous raconte, mais vous êtes pris par. Et c'est admirable, enfin, sur l'écriture, c'est admirable d'élégance, la façon dont il travaille, je répète, le mouvement, quoi. On ne peut pas quitter le mouvement. C'est-à-dire qu'il travaille, si vous voulez, la dynamique, mais de toute façon, je dirais presque en physicien. C'est-à-dire qu'il travaille la dynamique sur l'énergie. Et il joue les deux énergies, l'énergie statique et l'énergie active. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas les termes physiques, mais il y a. Et l'énergie statique, c'est toujours très intéressant chez Hawks de voir comment une scène, il y a justement une sorte de pesanteur, pas de pesanteur, mais de lenteur qui permet à ce moment-là, comme un moteur de voiture, de se charger d'énergie pour pouvoir redémarrer et refoncer. Et donc vous êtes dans un film de Hawks, et celui-là, entre autres, toujours pris par le mouvement d'une énergie qui monte, et qui d'un seul coup se libère, et on repart. C'est démarrage, accélération, démarrage, accélération, etc. Et ça, c'est, de ce point de vue, personnellement, je ne suis pas le seul, on peut considérer Hawks comme le grand cinéaste américain en tant que le cinéma américain et le cinéma d'action. Et on peut pas... je répète, on ne peut pas faire mieux. Je veux dire que, ce film n'a pas de... sur l'écriture, est aussi... il l'est aujourd'hui encore. Même si, on ne travaille plus la dramaturgie elle-même et le récit de la même façon, mais en tant que façon de filmer, on est dans la modernité, c'est très archi-moderne. Il n'y a pas un moment où vous vous dites « Ah oui, tiens, ça c'est un peu vieux, etc. » Même qu'on a chez Ford, mais Ford, c'est autre chose, c'est admirable chez Ford, mais le côté un peu académique chez Ford sert son propos. Alors que ici, vous n'êtes pas dans l'académisme. Et pourtant, c'est archi-classique. On ne peut pas faire plus classique que ça. Je ne sais pas si je fais comprendre, mais j'essaie là de vous dire à quel point une écriture cinématographique, c'est important. Tout se joue sur à partir de l'écriture. Et là, évidemment. Je ne sais pas, d'autres réactions. Donne le micro, s'il vous plaît. Attendez, prenez le micro si vous voulez bien. Non, parce qu'on enregistre. Il ne marche pas. Il marche. Et par rapport à la prohibition, là, le film il est bien situé pendant une période de prohibition. Là. Alors on boit beaucoup, sauf le général, parce que lui, c'est la nature qui lui interdit de boire. Alors, on n'est pas dans... L'époque n'est pas située. Hein. C'est ça, oui. En principe, on est 46. Mais je veux dire que ce que vous dites est... Et oui, c'est ça. Est-ce que c'est terminé à ce moment-là ou... De toute façon, oui, la prohibition est terminée. Ah, oui. Où elle se termine, de toute façon, mais il en reste encore... c'est-à-dire, ça a tellement marqué toute cette époque-là. Le gangstérisme, l'alcool, la prohibition, la fin de la prohibition... la crise économique, etc., la guerre, font que dans l'esprit des Américains, il en reste évidemment énormément de choses. Et l'idée ici que c'est quand même sous-entendu, ce sont quand même les gangsters qui risquent d'avoir gagné. Et heureusement, il y a Marlowe qui est là
et qui est le grand détective. Donc quand même, et c'est intéressant, bon, on joue les clichés du roman noir, mais il n'empêche que ce n'est pas la vraie police qui intervient, alors que vous avez un thriller c'est la vraie police qui intervient. Alors que là, c'est un détective privé. Et la notion même du détective privé fait que justement, vous n'êtes plus dans une société solide, mais au contraire une société extrêmement fluctuante, dominée par... Alors vous allez voir justement comment Fritz Lang, 7 ans plus tard, retravaille ça tout à fait différemment. Mais là, la collaboration est très étroite quand même entre les deux. Hein. Comment ? La collaboration entre le privé et la police est quand même assez étroite. Hein. Ils viennent tout de suite. Non, en fait, la police intervient tout de suite. Non, oui, mais la police n'intervient quasiment pas dans le film. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas s'amuser à faire que ce soit un détective privé. De toute façon, dans tous les films noirs, les détectives privés sont quand même en rapport avec la police. Et ils aident la police. Mais la police, en tant que telle, elle n'est pas le sujet du film. Alors que vous prenez un thriller, la police est au contraire le sujet du film. Et l'autre sens du film que j'ai vu, c'est la chance. Bon, pour réussir, il faut l'amour, bien sûr, mais la chance, parce que dans la dernière scène, il s'en sort parce qu'il est arrivé le premier, et il le dit, quoi. Enfin, si j'ai bien compris les dialogues, j'ai bien suivi. C'est sans la chance, jusque-là, il n'avait pas eu de chance, l'autre était toujours... Non, c'est pas la chance, c'est en Amérique. En Amérique, c'est pas la chance, c'est la réussite. Si vous êtes un bon puritain, donc un bon américain, là, je fais exprès de faire une grande extension du puritanisme. C'est quoi un américain? C'est le principe de base, c'est on est choisi par Dieu. Et si on est choisi par Dieu, c'est que on doit prouver individuellement qu'on est capable de réussir. La réussite est l'objet et le sujet profond de tout Américain. Il faut réussir et la preuve de la réussite, c'est l'argent. Et la réussite est individuelle, elle n'est pas collective. Ça, c'est le propre même. Alors, ici, c'est ça. C'est pas la chance. Il ose, bien sûr qu'il prend des risques, mais il réussit. Il réussit parce qu'il ose. Alors, il ose parce que justement, il fait le bien. Enfin, en tout cas, après, vous pouvez travailler ça, mais sur le puritanisme, le film est tout à fait passionnant. Et c'est bien pour ça que, comme toujours chez Hawks, le puritanisme est toujours évoqué par la décadence des mœurs. Le sexe qui est extrêmement mis en valeur chez Hawks, mais en même temps aussi pour le condamner. C'est merveilleux. C'est pas hypocrite, c'est ironique chez Hawks, mais il y a quand même un peu d'hypocrisie quand même. Et c'est pas pour rien que enfin, écoutez, vous commencez un film comme celui-là, on sonne à une porte, on ouvre la porte, qu'est-ce qu'on dit? Marlowe, le général vous attend. On avance, d'un coup, une fille descend l'escalier, la fille est court vêtue, nous sommes quand même en 1946, je vous signale que les jupes ne sont pas à ce moment-là raccourcies à ce point, elles vont être raccourcies un peu plus tard, alors que là, elles arrivent quasiment mi-cuisses, et la fille arrive, commence à faire des charmes, puis en plus une fille dont on peut penser qu'elle a 15-16 ans. Bon, on ne dit pas l'âge, donc on passe là-dessus. Et ensuite, qui tombe quasiment dans les bras du mec. Dans le genre décadence et en même temps comportement, je dirais, quasiment scandaleux. Vous l'avez, Elia Seddi d'ailleurs, dans la scène. Qui est cette femme? C'est Carmen, dit le majordome, c'est Carmen. Bon, elle est un peu, je sais pas quoi, des Marlowe. C'est-à-dire que d'emblée, le film commence par ça.
Et ensuite, on entre dans une serre où il y a la décomposition des fleurs, etc., la chaleur. On vous montre immédiatement qu'on est dans une société qui est en train de... qui risque la décomposition. Et il faut que... et la lutte va être de recomposer et de sauver, évidemment, l'autre fleur vénéneuse qui, à la fin, se retrouvera être la femme merveilleuse dont on fera une épouse. Enfin, ça, c'est supposé. Vous comprenez mais c'est très... Le film est extrait... Je ne dirais pas qu'il est clair, mais quand on le regarde bien, il est très clair, en fait. Et il est, en effet, un reflet à la fois critique avec humour ou ironie d'une société qui n'est pas... qui est un peu trouble, mais aussi, et par la même occasion, un discours quand même américain, dans le sens puritain de Hawks. En fin de compte, à la fin, tout revient dans l'ordre. Alors que vous allez voir chez Lang, ça sera un peu différent. C'est vraiment... quand on regarde les grandes œuvres, de toute façon, que ce soit aussi la littérature, la peinture, etc., en tant que reflet des sociétés, on n'échappe pas à la réflexion. En général, regardez par exemple dans les critiques des films d'aujourd'hui, vous verrez que très peu de critiques voient le rapport à la société qui est dépeinte par un film. En général, bon, on vous raconte l'histoire comme ça, puis c'est tout. Or, une grande œuvre ou un grand film se doit de vous révéler pas les failles, le comportement des sociétés et montrer comment vivent les sociétés et donc les individus par la même occasion dans les sociétés. Ça c'est capital. Pas d'autres réactions? Je vous ai rarement vu sécher autant. Oui, pardon. Attendez. Est-ce que vous pourriez revenir sur le rôle de un peu Lolita, de la jeune sœur, et par rapport à sa culpabilité éventuelle dans le meurtre de... On ne sait pas encore qui... Non. Ce qui est important sur ce personnage, et là, c'est quand même... c'est-à-dire qu'au fond, on en fait une malade. Non. Il faut qu'elle y ait... Tout simplement, parce qu'elle ose réclamer la liberté de son sexe. C'est quand même très net. Et donc, ça, c'est une malade. Ça ne se fait pas. Enfin, écoutez, la première scène... Pour l'époque, c'est culotté, vous savez, la première scène. Enfin, elle arrive et elle tombe dans les bras de l'autre. Ça ne se fait pas, quand même. Vous voyez, donc la sœur, c'est... enfin, comme il y a un dédoublement, il y a la sœur aînée, dont on peut croire qu'elle est liée à tout le monde... mafieux, etc. Mais en réalité, elle est honnête. Il y a quand même une scène étonnante aussi sur elle. C'est quand on la découvre dans le mauvais lieu et qu'elle chante gentiment. C'est-à-dire, elle est là comme une sorte de boy scout qui fait chanter tout le monde et qui distrait tout le monde. Enfin, j'adore ce genre de choses. C'est-à-dire la façon dont on dit les choses et en même temps on les masque ou on les détourne, etc. Alors, justement, ce mauvais rôle est apparemment pris par l'aîné, mais fondamentalement, ce que réclame
c'est la liberté, la liberté des femmes sexuelles. Et ça, c'est, en 1946, c'est a priori encore impossible. Impossible, en tout cas, socialement parlant. D'accord. Et c'est le sujet des films aussi. Sur donc, cette espèce de je répète, vous n'avez pas dans le film une seule femme qui ne soit pas un peu risquée. Je répète, quand je parle de la libraire d'en face, bon, la façon dont, avec ce génie qu'a Hawks, de pouvoir vous sauter comme ça à un moment, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais on passe immédiatement à la suite, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, c'est une façon comme ça très élégante de vous dire après tout qu'est-ce qui s'est... Enfin bon. Et l'autre femme qui est celle qui ne connaît pas les problèmes de... Je ne sais plus quoi, c'est qu'elle bénure, etc. Qu'on va retrouver ensuite, enfin justement, étant liée au crime, quoi, ou en tout cas aux interdits. Et toutes les femmes dans le film sont à principe liées aux interdits, sauf justement notre Lorraine Bacall, enfin notre héroïne, qui elle est obligée de passer par là pour sauver quand même et sa sœur et l'odeur de la famille. Et c'est pas pour rien que là encore aussi, le film commence, là encore si vous prenez le début du film, qu'est-ce qu'on voit en même temps au début du film? Le blason. C'est-à-dire que là vous avez quand même la vieille famille aristocratique, je dis aristocratique dans le sens démocratique américain, la vieille famille américaine, solide, avec des racines, et qui est en train de se détruire, de s'autodétruire. Voilà. Non, le film est clair, hein, en fait. Enfin, clair pour ça. Pour l'histoire, je répète, moi-même, je connais bien le film, je n'avais rien compris, j'avais cherché à comprendre ce qui s'est passé. Voilà. On s'en fiche royalement. Bien, je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions à poser. En tout cas, je suis ravi que vous ayez vu ou revu le film. Ça reste un film qui je ne pense pas, en tous les cas, qui ait pu décevoir quiconque. C'est un film qui vous prend de bout en bout et qui vous entraîne jusqu'au mot fin sans aucun problème, me semble-t-il. Bon, comme vous n'avez pas l'air de contester, donc tout va bien. Bon, on va peut-être s'arrêter là alors. Voilà, merci beaucoup.